Bonjour à tous et bienvenue au Paddock F1. Aujourd'hui, petite capsule, c'est un fun fact encore une fois, c'est que saviez-vous que de 1950 à 1960, les 500 000 d'Indianapolis faisaient partie du championnat du monde de Formule 1? Eh oui, pendant 10 ans. Bon, petit historique, en 1950, la FIA voit le jour. Et on décide parce qu'il y a des championnats un peu partout avant ça, avant 1950. Championnat britannique, championnat allemand, championnat italien. On réunit tous ces championnats-là pour faire un championnat du monde. Et là, probablement qu'il y a quelqu'un qui a levé sa main dans le fond de la salle qui a fait « Oui, mais si on peut pas faire ça ne peut pas s'appeler le championnat du monde, on est juste en Europe, on va même pas au continent américain. » Alors, ils ont fait « Qu'à cela ne tienne, on va créer un partenariat avec les 500 000 d'Indianapolis. » Ce que ça voulait dire, c'est qu'il n'y avait pas aucune écurie qui allait courir là. C'était les 500 000 d'Indianapolis, comme les connaît aujourd'hui, mais enfin, comme à l'époque, disons, avec des manufacturiers américains, des pilotes américains, aucun pilote européen. C'était juste purement politique. Il n'y avait aucun aspect sportif là-dedans, puisque aucun pilote européen allait courir là. Très peu de pilotes de Formule 1 couraient aux 500 000 d'Indianapolis. Donc, ça ne faisait pas de sens. Mais ça leur permettait de dire que c'était un championnat du monde. Il y a eu beaucoup de pilotes et d'écuries qui se sont plaints au cours des années. Écoute, ça ne faisait pas de sens. Il n'y a pas un pilote américain qui était intéressé d'aller courir en Europe. Tu vas pouvoir marquer des points au championnat, au championnat du monde de Formule 1 sans jamais affronter les Fangio, les Ascari ou les Sterling Moss de l'époque. Complètement stupide. Et à l'inverse aussi, tu pouvais être champion du monde sans avoir mis un pied aux États-Unis. Alors ça faisait un peu ridicule. Et ça, ils ont vraiment été critiqués là, tout le long. Puis finalement, vers la fin des années 50, ils ont essayé de trouver une alternative ou un remplaçant aux 500 000 d'Indianapolis pour amener vraiment les Formule 1 aux États-Unis. En 1959, il y a eu Sebring qu'on a essayé. C'était très dangereux, les pilotes trouvaient ça dangereux, ça n'a pas duré. En 1960, on a essayé Riverside. Là non plus, ça n'a pas pogné, ça n'a pas fonctionné. Les pilotes n'aimaient pas le circuit. Circuit dangereux aussi. Donc, on y était plus en ville avec Watkins Glen, un circuit un peu plus routier, en 1961. Et là, ça a fonctionné. C'est ce qui a remplacé d'ailleurs les 500 000 d'Indianapolis. On a couru là-bas de 61 à 75. Après ça, de 76 à 83, c'était Long Beach, Grand Prix de Long Beach, qui a été couru beaucoup en IndyCar aussi. Mais il y a eu aussi Las Vegas en 81 et 82. On a essayé ça. C'était pas un Grand Prix qui a eu beaucoup de succès qui était pas très intéressant non plus parce que c'était dans le stationnement du Caesars Palace. Et c'était pas apprécié des pilotes et ni non plus des amateurs. Le seul point positif, c'est que si tu étais assis assez haut dans les gradins, tu pouvais avoir tout le circuit. Donc, imaginez-vous un stationnement, faire un Grand Prix dans un stationnement. C'est une drôle d'idée, ça n'a pas fonctionné, ça a duré juste 2 ans. En 83-88, c'est Détroit, le circuit de Détroit. Puis en 89 et 91, c'était Phoenix. Après ça, il y a eu un moment où on n'avait pas de Grand Prix aux États-Unis. Indianapolis est arrivé en 2000. Cette fois-ci, un circuit routier. Bien sûr, on a emprunté une partie du circuit ovale à ce moment-là, de 2000 à 2007. En 2005 est arrivée une controverse. Il y avait des problèmes. Michelin avait des problèmes avec les pneus. Les pneus s'usaient prématurément et ça devenait très dangereux. Les pneus surchauffaient, ce qui fait qu'ils montaient en température et en pression.
et il explosait. D'ailleurs, Ralf Schumacher a été victime de son pneu arrière qui a explosé dans la portion du circuit ovale. Il a tapé le mur assez fort, comme on voit sur les images. Il y a déjà... Puis lui, qui l'année précédente, en 2004, avait été victime d'un accident semblable au même endroit, mais c'est saute. À ce moment-là, c'était un autre problème qui était survenu sur sa voiture. Il avait tapé le mur, il avait été gravement blessé. Heureusement, en 2005, plus de peur que de mal pour Ralf Schumacher. Mais ça a amené, puis il y a eu aussi Fernando Alonso chez Renault qui a eu des problèmes. Ça a amené Michelin à essayer de modifier, faire modifier le circuit par contre, modifier essayer de trouver une solution pour rendre ça sécuritaire. Puis finalement, alors les voitures se retrouvent au départ, avant le tour de chauffe, et Michelin, à ce moment-là, à la dernière minute, comme ça, décide de retirer toutes les voitures équipées des pneus Michelin parce qu'il jugeait pas ça assez sécuritaire. Donc, c'est la majorité des voitures, en fait, équipées de pneus Michelin qui ont été sorties de la grille de départ. Finalement, sur la grille de départ, on s'est retrouvé avec seulement que 3 écuries, Ferrari, Jordan et Minardi. Donc, le départ a eu lieu avec seulement 6 voitures en piste. Complètement ridicule. Ça a été un flop monumental. Il y a eu des critiques. Un retour aux États-Unis, là, ça a été raté, assez solide. On est revenu 2 ans après, 2 ans consécutifs par la suite, 2006-2007, mais le mal était fait. Les Américains ont boudé la Formule 1 à partir de ce moment-là. Et finalement, on est finalement revenu aux États-Unis, à Austin, en 2012, avec le fait que Liberty Media venait d'acheter la Formule 1, étaient les promoteurs, donc c'est une compagnie américaine. Donc, ils ont dit, wow, on va emmener des circuits américains, donc Austin au Texas en 2012, Miami en 2022 et Las Vegas en 2023. Selon moi, c'est beaucoup trop. Il n'y a pas beaucoup. Il y a peut-être l'Italie à un moment donné qui avait 2 Grands Prix, mais non, c'est ridicule. Là. T'en prends un. Là. Moi, je garderais Austin, qui est superbe circuit, des belles installations. Mais j'enlèverais Miami. Miami, de toute façon, la Formule E court là. Puis Las Vegas, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, surtout qu'ils font même pas leurs frais. Là. Puis en plus, c'est toute la F1, la FIA qui paye pour ça. La F1. Donc, c'est subventionné par la F1 à fond, Las Vegas. Ils font pas d'argent. Donc, moi, je garderai Austin. Mais bon, on verra ce que l'avenir va nous dire. Mais voilà, donc c'est comme ça. Puis depuis, à travers les années, on a ajouté le Mexique, on a ajouté le Brésil et le Canada aussi dans tout ça pour vraiment aller chercher vraiment le continent américain pour vraiment pouvoir utiliser le terme champion du monde de Formule 1. Alors voilà. Alors n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des idées de capsules. Gênez-vous pas, dites-nous-les. Je commence à être en cours d'idées. Fait que ça vous sonne une cloche si vous avez une idée. Mettez-les en commentaire. Abonnez-vous aussi pour nous encourager et pour être surtout averti de nos prochaines capsules. Et on s'en vient avec une capsule pour le début de la saison 2026 avec les nouveautés, les pilotes à surveiller, les écuries à surveiller aussi. Manquez pas ça. Donc nous, on a bien hâte que la saison commence. Alors voilà pour le circuit, pour l'historique du Grand Prix des États-Unis et surtout des 500 000 d'Indianapolis qui ont fait partie du championnat du monde de Formule 1 pendant 10 ans. Alors voilà. Alors sur ce, bonne course.